ce soir, et très précisément pour pouvoir perpétuer à ma manière le combat politique de Setsen de Shonga, un combat que tout le monde apprécie, pour lequel les éloges ne tarissent pas, et même s'il a été à un moment donné détourné, pris en otage, c'est un héritage que nous devons tous perpétuer. Donc, mon exposé va essayer d'être une conclusion à tout ce qui a été dit, parce que, au-delà des discussions politiques, au-delà des problèmes, des tragédies, du génocide des uns, du génocide des autres, au-delà de tout ça, à un moment donné, on est appelé à vivre ensemble, en tant que Rwandais, avec les amis du Rwanda. Et quand on voit comment ça se passe, pas vraiment au Rwanda, mais surtout en dehors du Rwanda, la grande difficulté réside dans la possibilité de pouvoir raconter son histoire tout en respectant celle d'autres. Et c'est valable pour tout le monde. Parce que chacun vit sa réalité, chacun a vécu sa réalité. Il n'y a pas que des menteurs, il n'y a pas que des manipulateurs, il n'y a pas que des gens qui veulent prendre le pouvoir aux autres. Il y a des gens qui ont vraiment vécu des choses terribles. Ces gens sont rwandais, Tutsis, Hutus, toi, et ils ont besoin de raconter ce qui s'est passé. Et le problème, c'est qu'ils se heurtent en face à des gens qui ont vécu une autre réalité. Donc, si on suppose que la grande majorité des Rwandais sont de bonne foi, si on suppose que la grande majorité des amis du Rwanda sont de bonne foi, c'est normal qu'à un moment donné, on en vient à parler de deux choses qui paraissent différentes. On voit souvent ce type d'image pour illustrer le problème de la perspective que les gens ont face à leur réalité. Il n'y a pas que chez les Rwandais que ça arrive, partout. Même dans un couple, qui est le premier niveau d'association, le premier niveau de communauté, les choses peuvent être perçues différemment. Et si on ne prend pas conscience de ces deux perspectives, les gens disent, on arrive à avoir des conflits. Et pour le Rwanda, c'est exactement ça. On a parlé de l'histoire, on a parlé de ce qui s'est passé avant 59, etc. Mais vous voyez que vous pouvez demander à chaque Rwandais, il vous dira son histoire, il vous dira sa version. Et parfois, il arrive que deux personnes, des versions tellement opposées, qu'ils en viennent à rentrer en conflit. Et ça n'aide pas lorsqu'on sait que derrière, il y a d'autres personnes qui utilisent justement ces divergences, ces vécus différents, pour prendre le pouvoir, pour créer le chaos et prendre le pouvoir. En somme, c'est ce qu'on a connu depuis presque 60 ans. Et donc, je vais vous proposer 3 sujets qui sont sources de ces conflits. 3 sujets qui sont sources de tension entre les Rwandais et les amis du Rwanda qui s'intéressent à notre pays, qui s'intéressent à notre histoire et qui voudraient qu'à un moment donné, on puisse vivre paisiblement. Le premier sujet, c'est l'histoire divisée. Ça, je pense que tout le monde en est conscient. Je crois même qu'on pourrait dire l'histoire disputée. Ce n'est pas seulement divisée, c'est disputé. Il y a eu des événements qui ont eu lieu tout au cours de notre histoire, mais certains veulent qu'ils soient interprétés de leur manière, qu'ils soient vus de leur point de vue, et pas de celui des autres. Ensuite, il y a la justice biaisée. On en a parlé un tout petit peu. Et ça, c'est fondamental, que la justice produit une vérité judiciaire, juridique, qui après est utilisée pour diviser l'histoire ou pour se disputer l'histoire. Et tant que cette justice n'a pas fait un travail correct, eh bien, la première partie qui est de se disputer la réalité de l'histoire ne pourra pas être résolue. Et enfin, la problématique de la mémoire partielle. À un moment donné, pour perpétuer le souvenir de ceux qu'on a perdus, pour perpétuer le souvenir de tous nos amis, nos familles, etc., tous ces Rwandais qui sont partis, on leur doit un devoir de mémoire. Il y a la mémoire individuelle que chacun a, ou bien qu'une famille a, mais il y a aussi le problème de la mémoire commune. Et aujourd'hui, 25 ans après 94, qui est sans aucun doute l'année où a commencé et accumulé la tragédie la plus grande de notre histoire, à savoir le génocide des Tutsis, on arrive encore à se poser la question, quelle est la mémoire commune que le Rwanda, que tous les Rwandais doivent avoir?
Et clairement, on n'y est pas. On assiste à une mémoire partielle, comme ça a été un tout petit peu abordé, et je vais m'y attarder un peu plus longuement. Et cette partie est probablement la plus délicate et la plus dangereuse, parce que c'est sur celle-là que les générations futures vont devoir se construire. Sur une mémoire partielle où certains sont exclus, où certains ne peuvent tout simplement pas se souvenir des leurs dans une dynamique commune. Pour l'histoire divisée, je ne veux pas revenir énormément sur ce qui a été dit, mais tout le monde doit connaître certaines dates, tout le monde doit connaître certains événements. Avant 59, de 59 à 62, qui n'a pas eu une discussion houleuse avec un ami rwandais ou non rwandais à propos de ce qui s'est passé? Ça n'arrive pas. Encore ce soir, vous l'avez vu, parmi les intervenants, il y a eu même des divergences. Ça n'arrête pas. Ça fait 60 ans que ça dure. Tous les Rwandais n'arrivent pas à discuter. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi telle date, etc. Ça, c'est un problème. Et ceux qui veulent que les Rwandais soient apaisés dans un avenir proche et lointain doivent résoudre cette problématique de la mémoire. On a les dates, on a les 3 régimes, dont j'ai pu trouver des symboles assez connus. Et puis surtout, on a toutes ces notions dont on entend parler. Massacre, génocide, guerre, tout ça. Il n'y a pas encore de version qui permet aux Rwandais d'être apaisés, de dire voilà, ça, nous nous retrouvons tous ensemble. Certains se retrouvent dans une version, d'autres dans l'autre, mais racontent finalement les Rwandais une histoire qui est réconciliée. Parce qu'en fin de compte, c'est là où nous devons aller. L'histoire est divisée, c'est un fait. Elle est même disputée. Les gens se battent pour avoir cette histoire, pour imposer leur histoire. Mais si nous voulons un Rwanda apaisé, nous aurons besoin d'une histoire réconciliée. Et c'est un exercice à faire avec tous les Rwandais, et très précisément les Rwandais qui ont eu des histoires différentes. Parce qu'au Rwanda, on vous dit que l'histoire est réconciliée. Ça fait 25 ans que les gens se réconcilient. Soyons sérieux. Quand vous réconciliez avec votre voisin qui voit la même chose que vous, ce n'est pas réconcilié. Il y a des millions de Rwandais qui ont vécu une histoire qui n'est pas racontée par le Rwanda officiel. Où sont-ils? Ils doivent être inclus, ils doivent être représentés et être inclus dans la réconciliation de notre histoire. Venons-en au deuxième point, la justice biaisée. Tellement d'exemples. Mais je ne vous parler que de 2. Le livre de Julie Weber, qui est sorti l'année passée, je pense. Un livre qui est finalement un travail, on va dire, scientifique, basé sur les enquêtes du TPIR, qui a recensé pratiquement la plupart des crimes commis par le FPR sur sa route de conquête du pouvoir, de 1990 à minimum 1998. Tous ces crimes au Rwanda sont tout simplement ignorés. Pour la simple et unique raison, c'est que ceux qui les ont commis, ceux qui les ont commis, ou ceux qui sont supposés les avoir commis, sont au pouvoir. Et c'est tout naturel. C'est tout naturel. On ne peut pas, de manière spontanée, exiger que ceux qui sont responsables du crime, à un moment donné, disent écoutez, oui, nous les avons commis, nous demandons pardon. Donc c'est une dynamique qu'elle doit être là. Mais si effectivement ce sont des gens qui veulent diriger le Rwanda, qui veulent être représentatifs de tous les Rwandais, ça doit être fait. Et si ça n'est pas fait, nous devons continuer à mettre cette pression, nous devons nous battre pour que ce soit fait. Parce que les Rwandais ont besoin d'une justice qui n'est plus biaisée, qui n'est plus partiale, et dans laquelle tout le monde qui a été endeuillé, qui a perdu quelqu'un, puisse se reconnaître. C'est le cas d'Éric Mali. Pour ceux qui suivent Jambo News, on a fait un reportage, quelques reportages assez poignants l'année passée, et celui d'Éric est terriblement glacé. Il vous raconte ce qui s'est passé. Il avait 9 ans, dans le nord-est du pays, nord-ouest, pardon, lorsque son village a été attaqué. Il ne sait pas vous dire pourquoi il a été attaqué. Il sait tout simplement vous dire comment il a survécu au massacre de toute sa famille, de tout son village. Et aujourd'hui, il ne sait pas où donner la tête parce que ces massacres-là n'existent pas dans l'histoire du Rwanda. Et c'est un gros problème. Et il n'est pas seul. Il y en a des millions. Des millions. Qu'est-ce qu'on a eu comme justice?
jusqu'à présent. On a touché un petit mot, on a eu les Gachacha. Honnêtement, les Gachacha répondaient à un seul problème, c'est la quantité de crimes. Il fallait effectivement un système qui puisse traiter cette quantité énorme de crimes qu'il y avait au Rwanda. Il y en a eu beaucoup. Mais pour le reste, on en a déjà touché un peu. On a eu le TPIR. Le TPIR a quand même répondu à certaines questions. Mais là aussi, les critiques sont nombreuses. La justice du TPIR a failli, et d'ailleurs elle a failli dans les deux sens, puisque je me souviens, au moment où les verdicts tombaient, on entendait « Ah, tel a été condamné », il y avait toute une tollée de personnes qui se levaient « Mais c'est pas possible, comment est-ce qu'il a été condamné, mais c'est incroyable ». Et puis « Ah, tel a été acquitté, c'est pas possible, comment elle a été acquittée, c'est pas possible ». Donc, il va se demander, mais finalement, qu'est-ce qu'elle fait, cette justice? Elle acquitte, elle la condamne, et personne finalement trouve que c'est une justice qui convainc. Parce qu'évidemment, elle était politisée, elle était biaisée dès le départ. Les événements, les faits l'ont prouvé. Un procureur qui démissionne, le nouveau procureur qui n'entend rien, les enquêtes qui sont orientées, certaines qui sont étouffées. Tout ça ont fait que cette justice, malgré qu'elle a répondu à certaines questions, c'est vrai, eh bien, elle n'a convaincu personne. Elle n'a pas aidé. Ensuite, on a eu la justice française ou la justice belge, pour ne citer que ces deux pays de la communauté internationale qui se sont penchés sur les crimes commis au Rwanda. Pareil, des justices qui se font à 6 milieux, et finalement qui ne satisfont que ceux qui sont dans la propagande politique. Parce que derrière, les Rwandais savent que quelque chose a été raté. Et de quoi on parle? Parce qu'il y a un point d'interrogation énorme. Qu'est-ce qui manque? C'est que ce soit au Rwanda, au TPIR, en France, en Belgique ou ailleurs, aucune victime ou aucun rescapé des crimes du FPR n'a jamais pu se faire entendre. Et c'est une réalité sur laquelle on ne s'attarde plus. Mais c'est énorme, parce qu'au Rwanda, il n'y a pas que des personnes rescapées ou victimes des crimes de l'ancien régime. Il y en a beaucoup. Victimes et rescapés de ce FPR. Mais personne n'a vraiment eu justice. Et c'est un vrai problème. Pour nous, mais aussi pour les générations futures. Et donc, il faut partir de cette justice biaisée pour arriver à une justice pour tous. C'est difficile, avec la situation politique au Rwanda où le FPR est omniprésent. C'est difficile. Mais croyez-moi, eux-mêmes, ils ont ce problème. Parce que 25 ans après, il y a une nouvelle génération qui arrive et qui savent ce qui s'est passé et qui disent mais c'est problématique. Donc, il n'y a pas que les gens, on va dire, de l'opposition qui poussent à ce que le FPR résolve ce problème. Eux aussi, ils ont ce problème. De tous ces gens, tous ces Rwandais, descendants de personnes victimes de leurs crimes qui n'ont pas leur place. Et ça nous amène donc à la troisième partie, à la troisième thématique, qui est celle de la mémoire partielle. Probablement celle qui est encore la plus vive, parce que contrairement à l'histoire qui est figée et qu'on écrit, et à laquelle on ne saurait faire que quand on en a besoin, la mémoire est encore présente. La mémoire des gens qu'on a perdus, elle est omniprésente. Donc c'est un point qui est très sensible, qui est très important pour l'apaisement des Rwandais. Mais qu'est-ce qu'on voit? On a parlé tout à l'heure de l'appellation des crimes qui ont été commis contre les Tutsis. Techniquement, juridiquement, il ne devrait plus y avoir de débat. C'est un génocide perpétré contre les Tutsis. C'est comme ça, c'est technique, ça a été écrit dans les lois internationales, ça doit s'appeler comme ça. Mais le problème, c'est qu'évidemment, il n'y a pas eu de Tutsis qui ont été victimes. Le Rwanda appartient aux Tutsis, aux Hutus et aux Twa. Ce n'est pas le pays des Tutsis. Ce serait peut-être logique que de parler du génocide des Tutsis s'il n'y avait qu'un seul pays des Tutsis. Tout à fait. Mais ils cohabitent, nous cohabitons tous ensemble. Et donc, ne parler, on peut revenir en arrière, ne parler que du génocide des Tutsis est une fausse bonne idée, comme on dit. Parce que ça ne répond qu'au souci d'une seule partie de la population. On a parlé de l'évolution, qui au départ, il faut l'avouer, n'était pas forcément vous. Je crois que quand on a parlé du mot génocide, très peu de personnes savaient ce qu'il s'agit. Et puis, au fur et à mesure que les gens ont compris ce que ça voulait dire, et surtout ce que ça pourrait apporter, notamment lorsqu'on l'instrumentalise, eh bien, on a vite
imposer cette terminologie de génocide contre les Tutsis. Par ailleurs, est correcte juridiquement. Mais là, cette instrumentalisation du génocide contre les Tutsis devient problématique parce que, automatiquement, de facto, elle divise les Rwandais. Pas besoin de réfléchir plus amplement, puisque ça dit ce que ça dit. On va commémorer les génocides contre les Tutsis. Parfois, on rajoute et des Hutus qui se sont opposés, ou bien des Hutus modérés, ou bien des Hutus, je ne sais même plus. Et aujourd'hui, 25 ans après, on a vu certains programmes de commémoration, on ne parle même plus de ces Hutus. C'est tout simplement le génocide contre les Tutsis. Parce que le problème de la mémoire, ce n'est pas les Hutus et les Tutsis ensemble qui se souviennent des leurs. Non. Le problème, et ce qu'il faut, c'est les Hutus et les Tutsis qui se souviennent de tout le monde. Et c'est ça qui manque. C'est ça qui manque des victimes du SPR qui sont forcément majoritairement, peut-être même exclusivement, Hutus. Par contre, pour les crimes qui ont été commis contre les Hutus, spécialement contre les Hutus, et qui remplissent parfaitement la définition du crime de génocide, rien n'est fait. Et donc, une bonne manière de pouvoir appeler tous les Rwandais dans une commémoration commune, dans une dynamique commune où tout le monde, toutes les victimes seraient respectées, c'est de lister les victimes des crimes de masse des années 90. C'est surtout cela, c'est les crimes de masse qui nous ont endeuillés dans les années 90 qui font qu'aujourd'hui, on a encore autant de tensions. On parle des assassinats politiques. Au Rwanda, ça doit être considéré comme des crimes de masse, parce que tellement de politiciens ont été assassinés. On parle alors de crimes de guerre. On les oublie, ces fameuses victimes des crimes de guerre. Terrible. Et d'ailleurs, vous verrez que le SPR accepte, enfin, je ne veux pas dire le SPR, certains représentants du SPR acceptent parfois de dire que oui, on a commis des crimes de guerre, mais pas plus. Comme s'il y avait une négociation. Comme s'il y avait une négociation sur la qualification de l'ampleur des crimes. Mais les victimes, les familles de ces victimes de crimes de guerre sont là. Ensuite, évidemment, il y a le génocide contre les Tutsis, dont il faut même discuter. Et, enfin, celui contre les Hutus. Une fois de plus, certains acceptent de dire oui, c'est peut-être des crimes contre l'humanité. Oui, et alors, ce crime contre l'humanité, rien n'est fait. Rien n'est fait. Et donc, pour avancer, pour pouvoir avoir cette commémoration commune, pas forcément ensemble, parce qu'on ne peut pas obliger les gens à se mettre les uns à côté de l'autre. Ça n'a pas de sens. Mais en tout cas, la commémoration doit être pour tous. Et l'idée, donc, c'est de passer de cette mémoire partielle à une mémoire commune. Et on en a besoin. Les Rwandais en ont besoin. On a besoin de nouvelles choses sur lesquelles on se rattache. Tous les Rwandais, indépendamment de l'ethnie, la région, les familles, les clans, je ne sais quoi. On a besoin de quelque chose et ce n'est pas cultivé. Oui, il y a eu des programmes du style Ndumunyarwanda. Un programme, vous ne connaissez pas le programme Ndumunyarwanda? Voilà, c'est ce fameux programme qui avait pour but de cultiver l'identité rwandaise, donc de sublimer tout ce qui était clivage ethnique, régional, et de cultiver une nouvelle identité. Mais ce programme a failli avec, en tout cas pour ma part, une seule ligne. C'est lorsqu'il disait que les Hutus devaient demander pardon pour les crimes commis en leur nom. Et à partir de là, ce programme de Ndumunyarwanda s'est effondré. Parce qu'une fois de plus, on réinjecte de la division, et pire, une division héréditaire, une culpabilisation des uns envers les autres. On enclenche un cycle où chaque Hutu, pour le dire, puisque c'était comme ça dans le programme, doit se sentir coupable de choses qu'il n'a pas faites. Et ça, c'est terriblement dommageable, aujourd'hui, mais surtout à l'avenir. Concrètement, à quoi faut-il faire attention? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. La première, c'est évidemment tous les programmes qui réécrivent l'histoire. Je viens de vous parler de Ndumunyarwanda. Parce que quand on réécrit les histoires, l'histoire plutôt d'un pays, mais qui vient
frustrer l'histoire personnelle, on cultive la haine et on attise les peurs. Et en réalité, c'est ça. On cultive la peur. Ah oui, attention, ils ont fait ça, ils vont vous faire ça. On cultive la haine. Ah, mais ils ne vous aiment pas, ils sont orgueilleux. Et ainsi de suite. Et ça, il faut faire attention. Et c'est le devoir de chacun, pas seulement de l'État, mais de chacun, d'être vigilant vis-à-vis de ça. Vous avez vu hier un communiqué de la fameuse CNLG à propos de cette conférence. Absolument rien d'objectif. Mais c'est eux, c'est un tel, c'est celui-là, c'est celui-là. Cultiver la haine. Il y en a qui tombent dans le piège, malheureusement. Mais fort heureusement, il y en a de plus en plus qui arrivent à aller au-delà. Donc ce sont les campagnes de diabolisation et de discrimination contre une partie des Rwandais. Les accusations de négationnisme, d'idéologie génocidaire, de ne pas aimer les autres, d'être nostalgique d'un certain régime, de vouloir finir tel génocide. Donc des choses finalement invraisemblables, mais comme on ne peut pas contrôler les gens qui le disent, l'objectif de vous en parler ce soir, c'est que vous puissiez savoir justement quelles sont ces choses qui nous divisent, de pouvoir vous-même y réagir et surtout en parler autour de vous, aux plus jeunes, pour qu'ils fassent attention à ce genre de choses. Et enfin, on en a aussi un tout petit peu parlé, ce sont les lois. Parce que la société civile, le citoyen simple, il peut résister dans son fort intérieur. Et apparemment, c'est le cas pour beaucoup. Beaucoup de gens sont critiques. Ils résistent à ce genre de manipulation, ce genre de culture de la haine. Mais quand on arrive au stade où c'est écrit dans des lois, où c'est enseigné dans des programmes officiels, là, il faut réagir d'une autre manière. On essaye tous, l'Institut Chambaud, d'autres, essayent d'une manière ou d'une autre de critiquer les lois, surtout les lois qui viennent du Rwanda. Ça a été fait par exemple avec la loi contre le négationnisme ici en Belgique. Une loi qui éventuellement pouvait être intéressante parce que des négationnistes il y en a, mais qui est arrivée avec, on va dire, une visée politique et donc qui a raté son objectif. Et ces lois, il faut les combattre. La loi sur l'idéologie génocidaire, telle qu'elle est écrite au Rwanda, elle est terriblement dommageable. Pour deux raisons. La première, c'est qu'elle ne parle finalement que d'une partie des Rwandais, une fois de plus. C'est-à-dire que si on vous soupçonne d'avoir un sentiment haineux envers un Rwandais Tutsi, toutes les lois du Rwanda vont vous tomber dessus. Mais si on vous soupçonne, ou si même vous vous affichez comme ayant une haine ou une idéologie génocidaire envers un Hutu, personne ne dira quoi que ce soit. Je pense que vous avez tous vu un peu l'épisode avec Miss Rwanda ou je ne sais pas quoi. Effectivement, comme par enchantement, la haine contre cette pauvre demoiselle, simple fait qu'elle était Hutu, je ne sais même pas si elle était Hutu d'ailleurs, déferlait sur les réseaux, pas de réaction. Et c'est seulement lorsque les choses devenaient graves qu'on a vu une petite réaction officielle. Ah, écoutez, nous sommes tous des Rwandais, arrêtez avec ça. Mais lorsqu'il s'agit de stigmatiser un Tutsi, là par contre, le monde entier s'arrête. C'est une bonne chose, parce qu'il ne faut pas stigmatiser. Mais ce deux poids deux mesures frustre. Ce deux poids deux mesures est mauvais pour l'apaisement des Rwandais. Et donc je vous invite à rester connectés avec le Rwanda, parce que nous sommes en exil depuis bien beaucoup trop longtemps. Mais il y a des programmes qui, je reviens un peu en arrière, il y a des programmes qui viennent du Rwanda qu'il faut suivre. Ceux de la CNLG, Commission nationale de lutte contre le génocide. Un nom magnifique, un programme magnifique, des statuts, vous les lisez, vous vous dites, ça y est, on va vers un apaisement, on va vers une vraie réconciliation. Mais dans les faits, c'est la catastrophe. Suivez-les. La NURC, National Unity and Reconciliation Commission. Quel beau mot, magnifique. Mais une commission sous-financée, qu'on ne voit pas. Et quand elle fait des choses, c'est uniquement et toujours dans un sens. Et enfin, le Unity Club, qui est plus un groupe honorifique, mais qui est censé résoudre ces problèmes que les Rwandais vivent tous les jours. Suivez-les. De temps en temps, une fois sur 1000, il y a de bonnes choses, mais la plupart du temps, il faut critiquer. Et donc, pour conclure,
le combat pour une histoire réconciliée, une justice pour tous, une mémoire commune, c'est l'affaire de tous. Pas seulement des organisations, pas seulement de la société civile, partis politiques, etc. De tous les Rwandais. Tous les jours, il faut y penser. Il faut garder une action pour ce genre de choses. Pas seulement les Rwandais, mais les amis du Rwanda. On en a parlé tout à l'heure. Mais eux aussi doivent nous aider à arriver à cette histoire, justice et mémoire qui nous permet de vivre apaisement. Et dernière chose, il ne faut pas seulement vouloir le faire pour nous, aujourd'hui, où certains souhaitent rentrer, aller manger des brochettes, ou bien aller profiter du soleil du Rwanda. Non, il faut surtout, et ça c'est peut-être même le plus important, le faire pour les générations futures. Parce que nous comprenons ce qui se passe. Nous avons vu, nous avons vécu les événements. Nous sommes capables de challenger quelqu'un qui va venir nous mentir. Mais les jeunes qui ont moins de 30 ans, moins de 25 ans, prenons moins de 25 ans, c'est-à-dire qu'ils sont nés un peu avant 94. Comment voulez-vous que quand ils vont avoir 20 ans, ils vont pouvoir comprendre les nuances des années 73, 67, 94? C'est impossible. Ce sera tellement perdu qu'à ce moment-là, ils vont se sentir coupables de quelque chose qu'ils n'ont pas fait, ou bien ils vont éprouver de la haine contre quelqu'un qui n'aura jamais fait quoi que ce soit. C'est un combat pour nous tous. Je vous remercie.